Bonjour à tous, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour à Bienvenue au web, tous. bienvenue au webinaire Cambium donc sur le 60 GHz. On va attendre un petit peu que l'ensemble des inscrits se connectent, enfin l'ensemble en tout cas ceux qui veulent bien se connecter se connectent. On va attendre 30 secondes encore et puis on va commencer. Allez, on va commencer petit à petit. Donc je suis Pierre, gestionnaire de compte pour Cambium, et donc je suis accompagné, ou plutôt j'accompagne Jérôme qui fera la présentation, et donc qui est le directeur technique pour la France et toute l'Afrique francophone en général. Donc le webinaire du jour a pour thème le 60 GHz. Donc son titre est sans équivoque 7 gigabits sur 500 mètres sur fréquence libre sans DFS ni pollution radio. Voilà le rêve, une alternative à la fibre. Donc on va vous expliquer un petit peu pourquoi et comment. Donc si tu peux mettre la prochaine slide, s'il te plaît. Bien sûr. Donc déjà pour les habitués, vous connaissez cette slide, mais elle prend tout son sens aujourd'hui, encore plus que d'habitude, à mon avis. Cambium a été créé euh, en 2011, mais c'est l'héritage en fait d'un processus entrepreneurial qui a commencé avec Canopy Orthogone, qui étaient deux startups, une spécialisée dans le point multipoint, Canopy, et l'autre dans le PTP, qui avait été rachetée par Motorola en 2005. Et en 2011, il y a eu une scission de Motorola qui a créé Cambium. Très important, à la base, Cambium s'occupait de ce qu'on appelle l'Internet fixe, donc le PTP, PMP, IPMP. Et en 2015, Cambium a décidé de se lancer dans l'aventure de l'Internet, ce qu'on appelle la gamme entreprise, les points d'accès, les switches, les logiciels de gestion. On va dire, ce revirement stratégique a été validé en 2019 par l'achat de l'acquisition de Xirus, qui était un pure player Wi-Fi de plutôt haut de gamme. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2009, Cambium s'est lancé dans un portefeuille de solutions complètes allant, slide suivante, s'il te plaît, de Oui. 2 mètres à 200 km en général. C'est là qu'on dit la multigigabit fabrique est née. Voilà, cette slide, elle est assez intéressante puisqu'on voit bien donc que Cambium fait à la fois de l'infrastructure, tout ce qui est point à point, faisceau hertzien, mais aussi donc du point multipoint, voilà. Et après, donc jusque dans les foyers, dans les bureaux, dans les entreprises, donc ce qu'on appelle toute la gamme entreprise, point d'accès, switch et tout ça. Et c'est particulièrement intéressant aujourd'hui parce que quand on parle du Sendwave, le marché, il est un peu segmenté entre des acteurs qui font plutôt de la radio et du faisceau hertzien, et des acteurs qui s'occupent plutôt de la gamme entreprise. En l'occurrence, le Sendwave, donc notre gamme 60 GHz, c'est vraiment un produit transversal qui s'adresse à tout le monde, à tout type d'intégrateurs, à la fois des intégrateurs qui seraient plutôt à la base sur le marché du Wi-Fi, comme d'autres qui seraient plutôt sur le faisceau hertzien, puisque on en parlera, mais les applications sont nombreuses et elles s'adressent vraiment, ça peut apporter des solutions à tout type d'intégration. Voilà, slide suivante. Il y a un petit temps de... Désolé, un petit Pas de souci, décalage. pas de souci. Donc voilà, le 60 GHz, bah, on va en parler juste après. Donc ça s'inscrit dans une gamme complète de, de point à point, point multipoint, qui est chez Cambium, on a le Sendwave, donc le 60 GHz, on a le 28 GHz, on a tout ce qui est Medusa, donc c'est un peu nos points multipoints haut de gamme, et pour les acteurs qui sont un peu plus sensibles au facteur prix, on a le EPMP, et donc c'est un nouvel outil, on va dire, le 60 GHz, qui s'inscrit là-dedans. Et donc, comme le montre bien cette slide, en fait, c'est vraiment en parallèle, le lien, on va dire, entre ce qui est important dans cette slide, c'est un peu les distances surtout, et c'est que le Sendwave, c'est des courtes distances, mais des très hauts débits. Voilà. Jérôme, on peut Ok. commencer, je crois, avec la slide suivante et la présentation du 60 GHz, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur cette slide. Non, non, tout va bien. Écoute, merci pour l'introduction. Donc, je vais
reprendre la main du coup et alors, je vais me permettre de couper la vidéo pour gagner un petit peu de bande passante. Je vois qu'il y a des petites latences sur la diffusion. Euh, voilà, donc déjà un premier lieu, on peut faire un point très rapide sur la bande de fréquence 60 GHz. Je pense que c'est important de définir le cadre dans lequel on est capable de travailler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la bande de 60 GHz en France, tout du moins, est libre. Elle est libre depuis bientôt un an. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, déployer des produits en respectant des règles de fonctionnement, donc des limitations de puissance. Les fréquences sont bien délimitées, mais on peut le déployer, on peut déployer une solution sans faire aucune démarche administrative, euh, voilà, sans demander une autorisation auprès de l'ARCEP, avec les délais que ça peut engendrer, et aussi la redevance associée. Donc voilà, ça c'est un point important pour majoritairement à travers le monde, le 60 GHz se libère petit à petit. Donc pour une fois, on n'était pas les derniers en France à ouvrir une nouvelle bande de fréquences. Si toutefois il reste sous licence et avec une licence modérée dans certains autres pays, je pense notamment donc nos amis sur le continent africain qui, voilà, selon les localisations, la fréquence n'est pas libre à 100%. La bande de fréquence 60 GHz, en définition, c'est 12 GHz de spectre disponible qui se subdivise en 6 canaux. Donc chaque canal va faire un peu plus de 2 GHz, donc ce qui est quand même assez conséquent. Donc on voit de suite qu'on va pouvoir faire passer une grosse quantité de données. Donc voilà, on a juste un tableau d'informations. Je vais revenir plus en détail après dessus. Aujourd'hui, pourquoi basculer sur du 60 GHz? On a beaucoup de très bonnes raisons de choisir une nouvelle bande de fréquence. Le 5 GHz, 5 GHz est globalement très utilisé, voire saturé selon les endroits. Donc aujourd'hui, c'est une bande qui est utilisée à la fois sur les transmissions. Si je prends un exemple urbain, on peut avoir de la vidéosurveillance, on peut avoir de la collecte éventuellement d'abonnés pour un accès Internet. On peut avoir des accès pour pardon, de la collecte de produits type IoT. Mais surtout, on va avoir toutes les box qu'on a tous dans nos maisons qui sont équipées en Wi-Fi et donc qui vont occuper du spectre 5 GHz. Donc on est sur un phénomène où le 5 GHz pardon, est surexploité. De plus, on est soumis de par réglementation à ce qu'on appelle le DFS. Donc c'est une obligation à laisser la priorité aux signaux radars. Bien souvent, quand on est sur des milieux très saturés, le DFS n'est pas réel, n'est souvent lié à une très forte perturbation et le produit détecte une signature qui pourrait ressembler en tout cas à un radar. Donc, ce qui nous oblige à changer de fréquence, coupure au niveau de la transmission, donc perte d'information éventuellement, en tout cas perte de connexion temporaire si on est sur un point à point entre les deux sites. Voilà, le temps qu'on retrouve une fréquence libre et disponible. On va chercher à augmenter les performances de plus en plus de besoins de débit, de plus en plus de besoins de connectivité aussi, de plus en plus d'objets et de personnes qui sont connectées. Donc, de plus en plus de services. Et on va être très regardant sur les coûts de déploiement. Donc forcément, quand on prend des bandes sous licence, il va y avoir un coût de redevance RCEP à l'année qui peut être plus ou moins acceptable, je dirais, selon le type d'installation. Quand on multiplie le nombre de liens, on multiplie le nombre de redevances et ça devient vite très complexe de travailler en bande sous licence. Donc, la solution bande libre est souvent privilégiée. Et donc, le 60 GHz va nous permettre une nouvelle approche technologique. Voilà, on va avoir un autre fonctionnement, on va l'approfondir un petit peu, mais voilà, on va avoir d'autres possibilités complémentaires au 5 GHz. Donc 60 GHz va être utilisé pour l'accès résidentiel ou l'accès entreprise. Entreprise, on va cibler plutôt un fonctionnement lié à tout ce qui peut être collecte, par exemple, de réseaux Wi-Fi pour du milieu urbain ou dans des milieux type camping. L'accès résidentiel, ça va être plus en tant que service provider, par exemple, pour aller diffuser du service type Internet à une multitude d'utilisateurs. L'idée aujourd'hui est de fournir du haut débit. Donc, les fournisseurs de services, en général, vont aller chercher de la technologie 5G
euh, voilà, qui a un coût, qui est sur des licences sous redevance. On peut aller aussi concurrencer avec du 60 GHz tout ce qui est câble, donc le DOCSIS. On peut aller chercher des installations XDSL, VDSL du coup, qui peuvent avoir vite leurs limitations en termes de capacité, en termes de débit et du coup de nombre d'abonnés simultanés aussi. Concurrencer directement la fibre optique dans le sens où le coût de déploiement d'une fibre optique n'est pas neutre. On va avoir, si toutefois c'est réalisable, parce que c'est pas toujours le cas physiquement, il n'y a pas forcément la possibilité de tirer une fibre optique. Et si c'est réalisable, il va y avoir des coûts qui peuvent être élevés à très élevés pour tirer une fibre optique dédiée entre deux bâtiments, traverser une place, voilà. Donc, on l'a déjà dit, on va être une alternative au 5 GHz qui est très pollué actuellement. Et donc, on va répondre beaucoup mieux aux demandes très exigeantes en termes de quantité de débit et autres qui arrivent sur le marché. Donc, beaucoup d'avantages, on va y revenir, avec des inconvénients aussi. Avantage premier, 60 GHz et sans licence. On l'a évoqué déjà plusieurs fois. C'est le point principal, c'est l'objet focus qu'il faut garder. On a un grand spectre disponible. Donc là, on sait qu'on va pouvoir réaliser des liaisons à très fort potentiel et globalement, on ne devrait pas trop avoir d'interférence dessus puisque c'est une bande qui vient de se libérer. On a une très petite longueur d'onde, donc on va avoir un gain très élevé, ce qui signifie qu'on va avoir un produit de petite taille potentiellement voilà, pour transmettre. Si on prend, on va rentrer dans le détail des produits, mais le plus petit produit tient largement dans la main, donc il est très discret en installation, donc ce qui est plutôt dans les points très positifs. On n'a pas de dispersion, on a seulement de la réflexion, donc pas de pénétration non plus, ce qui veut dire que on va retrouver ça dans les inconvénients. Il nous faut impérativement la ligne de vue entre les deux produits. Il n'y a pas de presque ligne de vue comme on peut retrouver sur les 5 GHz. Dans les avantages, enfin dernier, c'est la réutilisation de la fréquence. Donc vu qu'on est sur une fréquence qui dans les inconvénients va avoir une forte absorption, donc une distance plus courte, mais une distance plus courte dit que je vais moins interférer mon voisinage. Donc on a aussi pas de dispersion. Donc du coup, ce mélange d'avantages et inconvénients va faire qu'on va pouvoir réutiliser cette fréquence plus facilement que ce qu'on peut faire en 5 GHz. Donc on peut mutualiser un point haut plus facilement pour partir sur de multiples points à points et bien entendu faire du multipoint. Donc on a dans les inconvénients, on peut avoir besoin aussi d'augmenter le nombre de produits, puisqu'on va réaliser des distances plus courtes. On peut avoir besoin d'utiliser plus de produits pour la même distance. Si je veux parcourir 1 kilomètre, il va me falloir faire ça en X secondes. On va le voir un petit peu plus en détail selon le type de produit. Donc, dans les avantages, parce qu'il faut rester quand même sur le côté avantage, la solution 60 GHz donc, est basée sur une norme qui est le 802.11ay, donc il va nous fournir potentiellement du très gros débit, et donc va nous permettre de concurrencer les autres acteurs, je dirais, du marché, qui sont la fibre optique et le câble. Donc là, on a une représentation de ce qui est disponible en termes de spectre, en partant de 800 MHz jusqu'à 80 GHz. Je dirais qu'en dessous, donc le sub-6, c'est quand on regarde à gauche en bas, on va retrouver pas mal de technologies qui sont actuellement portées là-dessus, donc souvent liées au milieu sans licence ou alors liées à la téléphonie et tout ce qui peut être data, 3G, 4G, 5G, enfin 5G un petit peu moins, mais voilà, ça peut être au niveau opérateur, ça peut être aussi lié 5G sur le sub-6, donc on va avoir une très bonne portée, très bonne pénétration, des débits qui peuvent être corrects quand on arrive sur du 2 Go 6. On peut après recommencer à monter au-dessus du 6 GHz jusqu'à 60 GHz. Donc on va être sur des liens uniquement sous licence, plutôt des liens point à point. On peut retrouver aussi des possibilités multipoints sur une 5G privée, par exemple. Voilà, on va retrouver pas mal de possibilités et surtout on va focuser sur des redevances ARCEP systématiques, quasi systématiques sur ces bandes de fréquences. 60 GHz, donc c'est le sujet du jour, et au-delà de 60 GHz, on a encore des possibilités. Donc ce sont des bandes millimétriques
sur lesquels on va pouvoir faire de, 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 de très gros débits, faire du multi-gigabit sur des distances modérées. Voilà, clairement sur le modèle qui est ici. Au niveau de la propagation du 60 GHz, on l'a évoqué, 60 GHz va nous permettre uniquement des courtes distances. Courtes distances liées à deux phénomènes qui sont l'absorption liée à l'eau et l'absorption liée à l'oxygène, ce qui est plus ou moins moléculairement la même chose. Donc ici, on ajoute une information au niveau de l'atténuation en fonction de la pluviométrie. Et on va avoir aussi une idée de l'absorption du 60 GHz versus d'autres fréquences. Donc on voit très bien en fait sur le graphe. Alors, je vais essayer de prendre juste un pointeur laser. Et ici sur le graphe, quand on est sur des fréquences plus basses, on a une faible absorption jusqu'à 50 GHz. Et on voit un pic au niveau du 60 GHz avec de très forts impacts de la pluviométrie et ça se redescend aussi très rapidement. Donc on voit aussi pourquoi cette bande de fréquence est libre, dans le sens où il est très complexe de la monétiser, de l'exploiter avec des garanties hautes de disponibilité, ce qui est le cas en général sur des fréquences, on l'a vu, bande millimétrique ou en deçà. En général, on va choisir ces fréquences-là, payer une redevance pour se garantir de la disponibilité et de la stabilité. Là, on voit qu'on peut garantir une forme de stabilité, mais qui va être très, comment dirais-je, il faut être très prudent par rapport à la localisation de la liaison. Donc la pluviométrie qu'on retrouve dans la région, forcément on n'a pas les mêmes pluviométries en fonction de nos régions, ne serait-ce que sur la métropole. Et bien évidemment, tout ce qui peut être îles et régions plus équatoriales, on peut arriver avec des phénomènes assez dérangeants. Donc il faut le garder en tête, ce qui évite d'avoir les problèmes a posteriori. Ici, on a une autre représentation en fonction de la propagation, en fonction des fréquences et en fonction de la pluviométrie. Voilà, c'est juste un titre d'exemple pour donner un ordre d'idée. Donc, on voit un très fort impact de la pluie en fonction de la fréquence. Ensuite, au niveau des terminologies, donc on va introduire avec nos produits SendWave 60 GHz, on va introduire de nouveaux termes. Donc, on a le DN, Distribution Node. Donc, ça va être, en d'autres termes, l'access point, le point d'accès, ou la station de base, base station. Alors, on va juste changer la dénomination. Donc, on va parler d'un point central qui va collecter une multitude de points distants. Donc, connexion point à multipoint. On va introduire CN. CN, donc, c'est le Client Node. Donc, c'est d'autres termes, ça peut être le SM, Subscriber Module. On va aussi introduire le contrôleur centralisé, donc qui va être le E2E, End-to-End Controller. Celui-ci peut être embarqué dans les produits, donc dans un des produits constituant le réseau local, j'ai envie de dire, ou peut être externalisé pour gérer soit plusieurs réseaux ou un réseau avec de très nombreux produits. Actuellement, la limitation sur le contrôleur embarqué est autour de 30 produits sur le même site. Donc ça permet de faire déjà de beaux déploiements, mais au-delà, on a besoin de faire de gérer le contrôle sur un serveur dédié externe. Enfin, le rôle du logiciel donc de Terragraph en fait, c'est d'optimiser et de configurer déjà dans un premier temps les produits, de pousser les modifications et enfin d'optimiser. Donc ça va être une configuration automatique, automatisée, en particulier au niveau du routage. On va y venir sur les différents types de topologies, pardon. Voilà, on va avoir des algorithmes qui vont tourner en permanence sur chacun des produits, faire une remontée au niveau du logiciel qui va lui-même optimiser le routage et différentes autres informations. On a aussi le POP qui apparaît. Donc le POP, c'est Point of Presence. Point of Presence va être le point de sortie ou le point d'entrée, ça dépend comment on se positionne, pour communiquer les informations au sein du réseau que l'on crée en 60 GHz. Donc voilà, une nouvelle terminologie vont être le contrôleur, le E2E, POP, DN et CN. On va pouvoir réaliser plusieurs types de configurations, point à point, classique,
en utilisant deux CN. On va pouvoir faire du point-à-point. On va pouvoir faire du point à multipoint, donc un point central, donc avec un DN et en face une multitude de CN, de clients. On va pouvoir réaliser du mesh. Donc du mesh, c'est en utilisant plusieurs DN quand on va interconnecter entre eux et éventuellement aussi utiliser des CN au sein du maillage et donc faire du Smart Cell Backhaul. Donc ça, ce sont les différentes topologies qu'on va pouvoir adresser. C'est un petit peu ce qui nous manquait jusque-là. Il y avait des technologies, des possibilités de faire des liaisons point à point sur des fréquences au-delà de 6 GHz. Il y avait peu de possibilités, en tout cas en fréquence libre, pour faire du point à multipoint. Donc notre portefeuille aujourd'hui, un portfolio, voilà, je suis en train de partager à l'écran. La famille vient tout juste de s'agrandir avec un nouveau produit, donc qui est le V2000 qu'on voit ici. Donc on va retrouver en premier le V5000 qui va être le DN, Distribution Node, qui va être notre point central sur une connexion point à multipoint, ou alors qui va pouvoir gérer le maillage. On va retrouver le V3000, donc qui est le plus gros produit en termes de taille, en termes de capacité, qui va pouvoir donc soit fonctionner face à un autre V3000 pour faire un lien point à point, soit communiquer avec un V5000. On va le retrouver avec deux tailles d'antennes différentes. On va retrouver donc le nouveau V2000, donc il y a une forme plus compacte qui va se retrouver avec on va le détailler, des capacités qui se rapprochent de celles du V3000, avec une antenne plus petite, une forme plus restreinte, et donc plus facile, je dirais, à déployer. Et on va enfin retrouver le V1000, qui est le plus petit produit de la famille, qui tient lui dans la main, en gros, voilà, qui va être pertinent aussi sur du point à point ou en tant que client sur un V5000. Donc ça rentre un peu plus dans le détail des produits. On va retrouver donc le V5000 avec ses capacités. Je passe un petit peu dessus. Je vais regarder uniquement au niveau des débits proposés. Donc aujourd'hui, on va être sur du 2 gigabits par secteur. Donc comme on peut le voir ici, on a deux secteurs embarqués dans le produit. Ici, c'est une photo qui représente bien le produit en fonctionnement. Donc il y a aucun rajout à faire. Tout est inclus, je dirais, dans le boîtier. Donc sa dimension est contenue. Son installation est assez simple. Je parle de son installation physique. Assez facile. Il n'y a pas de multiples câbles d'antenne, de grosses antennes à mettre en place, etc. Son poids est très léger aussi, enfin très modéré. On va avoir deux secteurs, donc chaque secteur va faire 140 degrés. Ici on a le secteur 1, ici on a le secteur 2. Et on peut aller jusqu'à 15 clients, je dirais, 15 autres radios connectés par secteur. Donc un total de 30 clients connectés en tout et pour tout sur un V5000. Sachant que si on veut faire du mesh, eh bien en fait je peux associer jusqu'à deux autres V5000 par secteur. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée des capacités. Donc aujourd'hui, on est sur du 2 gigabits. Il faut entendre 2 gigabits TDD, donc c'est une technologie TDD. Donc c'est la somme du montant plus descendant après qu'on va voir. Donc 2 gigas de capacité max en uplink, 2 gigas de capacité max en downlink. Et on va, j'allais dire offrir, mais en fait c'est une redevance, c'est une licence en plus à prendre. Qui est payante, donc où on va pouvoir agréger deux canaux et donc quasiment doubler les capacités. Tac. Au niveau des capacités, donc ce qu'il faut retenir au niveau du 60 GHz, donc c'est qu'on est sur une fréquence avec une propagation qui est intéressante et on va gagner énormément en termes de latence. Donc on va être inférieur à une milliseconde. Et j'ai envie de dire qu'on va parler même en typique de l'ordre de 200 microsecondes en termes de latence entre les produits. Donc il y a plusieurs avantages en fait. C'est souvent on va regarder les capacités d'un produit en termes de débit, mais pas que. La latence et la gig vont être les deux paramètres qui vont être intéressants quand on va faire de l'interconnexion, quand on va faire du temps réel.
il est intéressant et important d'avoir une très faible latence et quelque chose de très stable, quelle que soit la charge du lien. Donc voilà, là on arrive sur des caractéristiques qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on peut retrouver sur le 5 GHz en termes de latence. De fait, quand on va fonctionner avec une succession de ponts, donc la latence s'additionne forcément entre chacun des ponts. C'est beaucoup plus intéressant si on fait du mesh, hein, c'est un enchaînement de plusieurs ponts aussi. On va avoir des latences très faibles, du coup on va avoir plus de capacité à enchaîner plus de capacité à faire du maillage. Au niveau des interfaces, on va trouver du 10 Giga, 1 Giga PoE out, donc ça peut être intéressant, et SFP+. Donc forcément, on a des capacités qui dépassent le gigabit. Forcément, il faut penser à mettre un switch qui est capable d'absorber ou de transmettre les capacités nécessaires pour l'exploitation complète totale des capacités du produit. Le PoE out est intéressant si on veut directement lier, par exemple, une caméra. On peut facilement utiliser ce deuxième port, alimenter la caméra. On peut éventuellement repartir sur une borne Wi-Fi, pourquoi pas. Voilà, on pourrait tout imaginer comme type de scénario. On a voilà, les dimensions et le poids apparaissent ici, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc on est sur du produit durci, IP67, etc. Le petit focus sur les interfaces. Et je passe au produit suivant qui est le V3000. Donc V3000, on va être sur un châssis assez similaire en termes de capacité au V5000. Donc en gros 2 Go plus 2 Go. Donc on parle bien de capacité max et pas comment dire, on est encore une fois sur du TDD et pas sur du FDD, contrairement à par exemple du 70-80 GHz où on a d'autres produits qui répondent à ça, mais c'est pas le sujet du jour. Donc voilà, là on est bien sur une bande de fréquence libre utilisant du TDD. On a donc deux possibilités en termes d'antenne, 44.5 dB en gain et 40.5. Voilà, du coup, qui peuvent adresser des distances légèrement différentes, mais aussi, selon les lieux d'installation, on a moins de prise au vent, c'est plus facile à installer et à créer le support de fixation. Donc on a les mêmes capacités en termes de latence, les mêmes types de ports que le V5000, j'entends, et on a ici les caractéristiques physiques des produits. Donc on est sur un produit qui est globalement assez volumineux. Tac, les interfaces, le détail, et je vais passer directement au V2000. Le V2000, on va retrouver des capacités assez similaires. On va retrouver une antenne plus contenue, donc du coup un EIRP qui est un peu plus bas, mais qui permet tout de même de répondre à ce dont on a droit en France. Voilà, il faut aussi regarder les capacités du produit, donc chipset plus antenne, mais il faut aussi regarder la régulation. Donc on va être capable de répondre correctement. On va avoir des ports en multi-gig dessus aussi. Donc si on veut exploiter les capacités complètes du produit, eh bien là aussi il faudra penser à mettre un switch multi-gig. Et on va retrouver donc les mêmes caractéristiques en termes de latence, etc. Donc ce qui va changer, c'est la taille du produit, le gain d'antenne et du coup la distance parcourue. Je vais y revenir juste après dessus. Ici on a une petite représentation du V1000, V2000, V3000 en termes de débit en fonction de la distance. Attention, c'est à prendre avec beaucoup de parcimonie, dans le sens où il faut induire, comme on l'a vu précédemment, les conditions climatiques. Donc on va parler en conditions idéales. En conditions idéales, on pourrait imaginer un V3000 jusqu'à 2 km, mais en réalité, est-ce qu'il y a un gros intérêt en fait à partir de 500 mégabits? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à mettre un V3000? Ça va être le point de question versus du 5 GHz par exemple. Ou pour du 5 GHz, faire 2 km, faire 2-3 km, c'est vraiment pas un souci. Donc ça va dépendre du contexte radio. Si j'ai encore de la disponibilité en 5 Go, ben, je peux espérer avoir les mêmes caractéristiques avec un lien 5 GHz. Au-delà de 2 km, bien évidemment, je vais rester sur du 5 GHz. Et en deçà, il y a tout intérêt à bien réfléchir sur un choix alternatif au 5 GHz. Donc, encore une fois, pour toutes les bonnes raisons, DFS, saturation de bande, etc. Le V2000 est donc positionné entre le V1000, pas encore tout à fait vu,
en termes de capacité distance. Donc on voit un grand max à 1 km et on va dire une plage d'utilisation qui va être ici autour des 500 mètres dans des conditions climatiques idéales. Donc il faut toujours prendre un petit peu de réserve là-dessus. J'aime bien voilà, conseiller des distances un petit peu inférieures, ce qui nous laisse un petit peu de latitude en cas de forte pluviométrie. Encore une fois, tout dépend du contexte. Et le V1000, donc le plus petit produit, qui va lui être autour de 100 à 200 mètres d'installation pour pour des performances convenables. Donc le V2000, un peu plus en détail, juste pour donner quelques informations de dimension, de forme. On voit ici tenu dans une main, donc voilà, c'est un produit qui est de dimension très contenue, assez facile à mettre en œuvre. J'ai pas trop parlé de la configuration, mais au niveau de la configuration, on est sur quelque chose d'assez simple. Voilà, il y a forcément un laps de temps de prise en main, mais on est sur quelque chose d'assez simple. Et donc les caractéristiques du V1000, donc ce qui va changer, c'est pour 1 giga, on va avoir une antenne avec plus faible gain. Donc là, on va être en deçà de la limitation de la régulation française. Mais ça va être un très bon produit de par ses petites dimensions pour aller collecter, je sais pas, une grappe de caméra qui est de l'autre côté de la place, pour aller interconnecter deux bâtiments qui sont très proches. En tous les cas, tout ce qui peut être usage urbain, ou alors milieu camping, etc., où on essaie de travailler sur l'impact visuel des antennes, c'est un aspect intéressant. Voilà, donc ici, juste un guide qui va permettre de recentrer un petit peu. Voilà, de toute façon, on va partager avec vous la présentation. Donc voilà, c'était pour donner quelques informations pour aider sur les choix en fonction des portées, du tarif, des capacités. On est en train de créer aussi, pour faciliter les déploiements et les choix, on avait déjà créé ce modèle-là sur du 5 GHz, donc du Bridge in the Box. Du coup, vous pouvez directement acheter des produits préappairés qui vont arriver directement sortis de nos usines, pardon, directement appairés. Donc, on va créer deux packs, un pack pour du format 1 gigabit, en simplifiant les choses, et un pack 2 gigabits, donc avec un V1000 ou avec un V2000. Donc là, c'est l'idée de fournir un produit, enfin un pack clé en main pour créer des connexions très haut débit et que ce soit plug and play. Voilà, donc là, il y a tout un lot d'idées en fait dans lesquelles du 60 GHz peut être pertinent, tout ce qui peut être industriel, tout ce qui peut être les parkings, bâtiments campus, tout ce qui peut être donc hôtellerie de plein air, des chantiers, et tout ce qui peut être, aujourd'hui on a un fort focus aussi, une forte demande là-dessus, c'est tout ce qui est événementiel. Donc l'idée étant d'interconnecter par exemple des produits Wi-Fi qui eux-mêmes vont exploiter la bande de 5 GHz, et donc l'interconnexion des produits va se faire en 60 GHz, laissant tout le spectre disponible pour les produits Wi-Fi. Voilà, en cas de très haute densité, il faut vraiment essayer d'optimiser l'utilisation du spectre. Et donc, pareil sur les terrains de sport. Donc, on a une gestion qui va être simple au niveau des produits. Je vais accélérer un petit peu là-dessus. On a, voilà, encore une fois, le serveur qui peut être intégré directement dans le produit. On peut avoir ce serveur qui peut être externalisé et on peut avoir une gestion, une supervision qui peut être faite via CNMaestro. CNMaestro qui a largement évolué sur la gestion des produits CNWave 60 GHz. Donc CNMaestro qui existe en deux versions, hein, CNMaestro X, CNMaestro Essential. Donc vous êtes dans tous les cas capable d'associer des produits CNWave à CNMaestro, de manager, de monitorer les produits. Sur CNMaestro X, vous allez avoir des possibilités complémentaires d'analyse, de détermination. Enfin, vous allez voir en fait les différents chemins utilisés. Donc la topologie réellement en place, c'est du temps réel en fait avec les produits. Voilà. Et donc la possibilité à tout moment de modifier la configuration au travers de CNMaestro. Donc là, ça va être extrêmement intéressant. Si vous travaillez sur du multi-site, vous pouvez très rapidement avoir un aperçu de comment sont déployés les produits, quelles sont les capacités, etc., quels sont les états de mes liens, etc., etc. Voilà, donc là, c'est une solution qui est complète, du coup, sachant que CNMaestro discute avec un serveur E2E
et pas directement avec les produits. Donc les produits discutent avec le serveur E2E et le serveur E2E avec le superviseur, manager qui est CN Maestro. On a aussi des outils de planification. Pour le coup, Link Planner est gratuit. Je vous invite fortement, si vous ne disposez pas de Link Planner, à le télécharger directement via notre site support. Donc, il suffit de s'inscrire sur notre site et vous pourrez avoir accès au téléchargement de Link Planner. Voilà, si vous souhaitez une assistance pour une prise en main de Link Planner, j'aurai plaisir à vous accompagner dans cette démarche-là. Et si vous êtes assez habitué avec ce genre d'outils, voilà, on est sur une map donc liée avec Google, Google Maps, donc des informations de topologie qui sont bah, correctes, je dirais exploitables, mais qui ne prennent pas en considération le sursol. Par contre, Link Planner permet d'émettre des hypothèses sur le sursol, donc les bâtiments, les arbres, etc. Et donc vous pouvez très bien faire des simulations pour une connexion multipoint, pour une connexion point à point, en faisant l'essai justement, est-ce que je dois mettre un V1000, un V2000, un V3000. Vous pouvez très facilement en fait faire la simulation au travers de ce logiciel. On dispose aussi de SceneHit. Alors SceneHit est un peu plus n'est pas gratuit, est beaucoup plus complet dans le sens où si vous souhaitez, on voit au travers des images ici, c'est une couverture qui est faite pour un milieu résidentiel, donc qui est actuellement déployé, donc avec pas mal de V5000 et de V1000 et 3000, c'est un mix des deux. Voilà, donc cette simulation est faite via SceneHit qui se base sur des données LIDAR, donc c'est des données qui sont prises via drone ou via avion. Certaines zones du globe en fait disposent de leurs données LIDAR, d'autres peu. Pour la France, je dirais peu. Donc voilà, c'est à garder en tête qu'on a cet outil qui va être, je spoil un petit peu, mais qui va être lié à Link Planner sous peu, et potentiellement aussi un lien entre Scene Maestro et Link Planner. Voilà, c'est ce qui est en planification, en réflexion et je dirais en intention pour à moyen terme, voire court terme. Voilà, donc vous pouvez, si vous souhaitez, voilà, dans tous les cas de l'aide sur InDesign, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter vos partenaires distributeurs et voilà, nous aurons plaisir à vous accompagner sur InDesign. Au niveau de l'alignement, donc ça c'est des points importants, c'est un petit peu la crainte quand on part sur des nouveaux produits et quelle va être la complexité. Donc on a vu un petit peu au niveau de la configuration, on n'a pas fait le détail de configuration, mais ça peut être vu plus en individuel pour montrer un petit peu l'interface. Mais voilà, on voit ici un aperçu de l'interface qui est graphique. Donc au niveau de la configuration, c'est accessible, c'est très accessible. Donc forcément, il y a des termes spécifiques. Voilà, mais avec un peu d'accompagnement, vous allez très rapidement prendre la mesure de la prise en main du produit. Voilà, c'est très accessible. Au niveau de l'alignement, donc spécialement pour le V3000, donc on est sur un faisceau qui est de l'ordre de 0,8 degrés. Pour une distance max, on l'a vu, 1 km en très bonne condition. J'ai tendance à donner quasiment la moitié moins pour être certain de la stabilité. Encore une fois, ça dépend le contexte. Mais 0,8 degrés à 1 km, on a très peu droit à l'erreur. Donc ça implique un accueil, un mât qui est dimensionné pour supporter ce genre de prérequis, enfin de faible ouverture d'antenne. Toutefois, on a une technologie de beam steering à l'intérieur du produit, donc qui est constitué de plusieurs capteurs, transmetteurs. Du coup, ces 0,8 degrés, 0,8 degrés vont être ajustés automatiquement par le produit au sein d'un angle de 4 et 2 degrés. Voilà, 4 degrés azimut et 2 degrés d'élévation. Donc, ce qui facilite, je dirais, l'alignement du produit. On va avoir un produit qui est plus tolérant, et plus tolérant au moment de l'installation, au moment de la mise en service du lien, mais aussi si dans le temps il y a du vent et autres qui fait bouger le mât, qui fait bouger un petit peu le produit, qui fait vibrer, on va avoir aussi cet ajustement automatique au niveau du lien. Donc on va avoir une meilleure stabilité, je dirais, que sur certains autres acteurs du marché, qui pourraient être concurrentiels ou sur des bandes très proches, voilà, au travers de cette fonctionnalité.
Donc voilà, juste pour donner une image d'une mise en service, on peut se connecter, là ici c'est un outil qui est utilisé pour fournir le PoE et fournir du Wi-Fi, ce qui permet de se connecter soit via un applicatif qui s'appelle CN Archer ou directement sur l'interface web du produit pour avoir accès justement à cet outil d'alignement qui nous permet de voir où est-ce qu'on tape sur le produit existant. Pierre, je peux te laisser la main peut-être sur la partie Starter Kit. Ah oui, oui, oui. Donc là, on a vu tous les aspects techniques. Bah, tu peux directement passer à la slide suivante. Oui. Alors en fait, c'est des produits qu'on essaye de promouvoir, c'est un marché un peu nouveau et on essaye de faire découvrir ces produits-là parce que, comme on l'a vu, l'utilisation elle va pas de soi et parfois donc nos partenaires avaient d'autres habitudes ou d'autres outils avec lesquels travailler. Donc pour promouvoir ça, on a plusieurs options. On a donc si vous êtes un fournisseur d'accès Internet, vous avez accès à ce qu'on appelle un starter kit. Donc c'est un kit si vous n'avez jamais acheté Ah, on voit plus l'image. Ah, pardon, Voilà, c'est bon, c'est remis. Si vous avez jamais acheté de 60 GHz, eh bien vous pouvez accéder au starter kit. Donc s'il s'agit de un distributeur Note, comme l'a expliqué Jérôme, et donc de quatre clients, donc deux V3000 et deux V1000. Voilà. Donc il faudrait que vous contactiez votre distributeur pour avoir une idée du prix que ça coûte, mais c'est un prix qui est beaucoup plus avantageux, bien sûr, que le prix classique. L'autre option, si vous êtes partenaire et que vous avez un numéro de partenaire, donc un CP number, et que vous avez accès à la plateforme, c'est d'avoir recours au NFR Kit. Voilà, le NFR Kit, c'est Not for Resale Kit. Donc là, c'est-à-dire que c'est pour tester en laboratoire, pour avoir une idée de nos produits. Et là, vous avez quand même des promos qui vont entre 50 et 70% sur le MSRP. Donc c'est pareil, très avantageux. Encore une fois, on essaye vraiment de diffuser un petit peu cette technologie. Enfin, dernière chose, d'un point de vue commercial, donc là on est en train de voir pour une promotion, donc qui serait de l'ordre de, voilà, en fonction de la quantité, vous auriez des unités qui seraient offertes. Voilà, donc j'enverrai de toute façon le lien de cette vidéo avec le lien de la promotion aussi dans un email, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, pour que vous ayez une idée vraiment voilà, de l'aspect commercial. Je vous invite à contacter vos distributeurs, voilà, des distributeurs Cambium. Si vous n'en avez pas d'attitré, à me contacter moi, et puis je pourrais vous orienter vers un distributeur qui pourra vous donner les devis pour tous ces produits. Voilà. Ok. Merci Comme Pierre. d'habitude, voilà. Ouais, vas-y, je te laisse la main. Oui, oui, non, non, c'est juste voilà, par rapport à la communication qu'on peut faire aussi ou nous retrouver. Je voulais souligner qu'on a depuis peu un site Cambium Networks en français. Donc c'est pas juste un copier-coller de l'existant. Voilà, il a été réécrit pour avoir une interface en français. Donc vous n'y retrouverez pas forcément tous les mêmes éléments. Les datasheets et autres restent sur le site principal. Mais pour autant, voilà, on est heureux de pouvoir disposer aujourd'hui d'un site en français fait par des équipes françaises aussi. Donc voilà, c'est c'est un gros plus et c'était un souhait émis depuis quelque temps. Donc voilà, vous pouvez retrouver. Pardon Pierre, je t'ai coupé peut-être. Non, 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 je veux juste dire que c'est en développement et c'est un projet qui est en cours. Et de toute façon, le site ne va faire que s'étoffer, s'améliorer, s'enrichir à partir de maintenant. Le site français. Tout à fait. Vous retrouverez aussi en fait, notre site support, donc il va être indispensable si vous souhaitez par exemple télécharger Link Planner, si vous souhaitez télécharger des mises à jour et autres, hein, sera via le site support. Mais le site support permet aussi d'accéder au e-learning. Donc on voit l'URL direct, mais vous pouvez aussi y accéder via le site support. Je peux vous inviter aussi fortement à aller consulter les différentes vidéos sous forme tuto qui sont disponibles sur la plateforme e-learning. Donc c'est libre d'accès. Enfin, il faut juste s'authentifier, mais voilà, ça ne demande pas plus il n'y a rien d'impératif. Vous pouvez soit aller consulter des vidéos, soit aller faire de la certification. Voilà, vous êtes libre voilà, de circuler au sein de la plateforme e-learning. Il y a vraiment beaucoup de contenu sur enfin, sur les solutions, sur les technologies, sur les produits en particulier. Donc voilà, c'est la majorité des vidéos sont en anglais. Il y en a aucune en français pour le moment.
D'autres sont en espagnol et autres. Donc voilà. Et la majorité sont en anglais. Je pense très accessible malgré tout. C'est bien fait. Voilà. Donc après, si vous avez des questions, bah, bien entendu, vous avez vos partenaires distributeurs habituels que vous pouvez solliciter. Vous pouvez voilà, nous solliciter. Soit Fabien Garcia, donc qui est donc directeur commercial sur zone France, Afrique du Nord, de l'Ouest, enfin, une région assez vaste, et Pierre et moi-même, voilà, qui vont animer ce webinaire aujourd'hui. Pierre, je ne sais pas si tu as vu des questions de ton côté. Non, j'y ai déjà répondu. Donc, pour Ok, revenir, Link Planner et tous les logiciels qu'on a vus, même SendMaestro, sont accessibles et vous n'avez même pas besoin d'avoir des bornes pour télécharger SendMaestro. Link Planner, c'est un logiciel qui est gratuit. Faut le télécharger. On est en train de mettre en place une version aussi sur le cloud qui comprend pas encore tous les produits, mais donc ça va venir aussi pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à vous familiariser avec ces produits, à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, encore une fois, pour la partie commerciale, à me contacter ou à contacter vos distributeurs. N'hésitez pas, on essaie vraiment de faciliter l'accès à ces produits. Voilà. Pour aujourd'hui, je parfait. pense que c'est tout. Vous recevrez donc la vidéo et la présentation très bientôt. Voilà. Merci à tous pour votre temps, votre attention et intérêt, et à très bientôt pour un prochain webinar. Je ne sais plus si on l'a planifié d'ailleurs, le prochain webinar. Il est planifié, mais là, Euh, le thème, voilà. non, non, il est planifié. Voilà. Ok. Mais le On thème, vous communiquera très rapidement la prochaine date de webinaire. Merci à allez, tous. au revoir. Très bonne journée, au revoir.